Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du danger ou du piège de mettre des personnes ou des groupes dans des cases prédéfinies. Alors, mettre des personnes dans des cases, je pense que c'est le réflexe principal des personnes dans la société de manière générale. Et quand on parle d'islam et d'histoire arabo-musulmane, bien évidemment, ça fait aussi sens parce que bien souvent on catégorise les personnes, soit l'islam comme étant par exemple violent, donc on catégorise les choses de manière très stricte, et bien sûr catégoriser les personnes ou les groupes de personnes, eh bien ça a des effets négatifs parce que pour le coup on va pas essayer de les comprendre réellement, on va en avoir une vision caricaturale. Alors il y a quelques exemples comme ça de manière qu'on a de ranger les personnes ou les groupes de personnes dans des cases, c'est par exemple dire, et je l'ai traité dans la dernière vidéo sur cette chaîne, dire que tous les historiens occidentaux, et ça c'est notamment les musulmans qui le disent, sont des menteurs ou défendraient, étudieraient l'histoire pour développer une vision négative de l'islam, un discours négatif sur l'islam. Là aussi, on range dans une case tous les chercheurs occidentaux, donc certains, bien évidemment, font pas forcément un bon travail, mais d'autres font aussi un excellent travail, ils sont très nombreux. Et donc du coup, en catégorisant, en mettant tous ces chercheurs-là dans une seule et unique case, on dégage tout ça, on met tout ça sur le côté et on n'essaye pas de comprendre les choses réellement et aussi de se renseigner en profondeur sur des sujets parce que ces personnes-là, beaucoup disent des choses très intéressantes. Il y a aussi par exemple la question des formateurs, des entrepreneurs, desquels je fais partie. On considère, enfin en tout cas l'adage, souvent on entend généralement « Ah oui mais regarde, lui c'est un formateur, c'est juste un mec qui fait du business et sa seule motivation finalement c'est de faire de l'argent, il va vous arnaquer, voilà, les formateurs sont des arnaqueurs ». Alors que oui, il y a une partie qui sont des arnaqueurs bien évidemment, mais il y a aussi beaucoup de formateurs dont le but c'est avant tout d'aider les personnes. Alors oui, elles prennent beaucoup de temps, elles se forment, elles apprennent de nouvelles choses pour aider des personnes, donc forcément c'est un travail et ça leur rapporte de l'argent et tant mieux. Mais dire que du coup tous les formateurs sont des arnaqueurs, c'est de mettre tout le monde dans la même case et finalement ne pas aller chercher les bons formateurs, ceux qui peuvent vous apporter des choses essentielles dans votre vie, dans vos connaissances. Voilà. Et donc pourquoi en fait? La question c'est pourquoi l'humain a tendance à ranger les personnes, les groupes de personnes dans des cases. Parce que l'humain, il a un besoin naturel qui est un besoin de contrôle. Besoin de contrôler sa vie, le besoin de contrôler son petit monde qui l'entoure. Et pour avoir ce contrôle-là, il a besoin de comprendre le monde qui l'entoure, de comprendre les personnes auxquelles il est confronté, il est confronté, donc notamment dans les médias ou là dans sa vie de tous les jours. Et donc, pour contrôler tout ça, il a besoin de poser une vision précise, nette, de certaines personnes. Bien que cette vision-là soit simplifiée, soit simpliste. Quand vous dites par exemple, je sais pas moi, l'islam est violent, c'est une vision simpliste. Elle peut être juste par rapport à votre vision, mais il y a plein d'autres manières de voir les choses qui contreviendraient à cette vision. Mais c'est une manière de voir les choses très simpliste qui permet de définir, de contrôler les choses. Pourquoi aussi l'homme range les personnes dans des cases, ou les groupes de personnes, les concepts? Parce que il a aussi un besoin de savoir qui est l'ennemi. On a tous nos propres valeurs, et certaines personnes, certains phénomènes vont à l'encontre de nos valeurs. Et quand ces phénomènes-là vont à l'encontre de nos valeurs, de quoi on a besoin? On a besoin de se dire, mais voilà, ça c'est ce que je veux pas, ça c'est l'ennemi. Sauf que au sein de cet ennemi-là, bien souvent, comme par exemple dire que l'islam c'est l'ennemi, par exemple, entre autres, je caricature, j'essaie vraiment de vous donner des exemples très larges qui pourraient bien sûr être critiquables. L'islam c'est l'ennemi, mais si on allait un peu plus en profondeur, on découvrirait que oui, alors l'islam, et chez les musulmans aussi, il y a différentes manières de voir les choses, il y a différentes conceptions qui ne sont pas forcément à l'encontre des valeurs qu'on défend soi-même. Et donc, pourquoi on simplifie les choses? Parce que l'humain a un besoin de sécurité. J'ai parlé de besoin de contrôle, besoin de comprendre les choses, donc poser une grille de lecture, mais à travers ça, il y a aussi un besoin de sécurité. Parce que si la personne ou le groupe auquel on est censé être opposé, on se dit oui mais attends, en fait c'est pas aussi simple que ça. En fait c'est pas forcément tous des ennemis, mais il y en a certains qui pensent différemment, du coup ça brouille les pistes et on n'arrive pas à savoir qui on doit combattre finalement, contre qui on doit combattre. Et donc notre besoin de sécurité, parce que l'homme a un besoin de sécurité, il est moins accompli. Parce que du coup on se rend compte que oui mais attends c'est plus complexe, Et donc c'est pour ça que l'homme a besoin de nommer les choses, de poser une grille de lecture sur des personnes pour les définir, sur des groupes pour les définir, simplement, oui certes, mais ça le rassure. Et bien sûr, si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est que vous voulez aller au-delà de tout ça.
vous voulez développer vos connaissances de manière profonde et donc accéder à une vision qui soit la plus juste possible des réalités et pas vous enfermer dans ces visions qu'on essaye de vous imposer, non seulement par les médias, bien souvent, mais aussi par les réseaux sociaux, qui essaient de poser une grille de lecture très simpliste sur l'actualité, par exemple, et sur les personnes, sur les groupes de personnes, et vous voulez aller au-delà de tout ça. Alors bien sûr, vous avez ma chaîne YouTube, qui est la chaîne principale, vous avez cette chaîne, une chaîne secondaire, où on parle d'autres sujets un peu plus en profondeur, en tout cas de manière différente, et puis vous avez les programmes que je crée en parallèle donc de ce travail sur les réseaux sociaux, des programmes où on voit en profondeur sur des sujets capitaux comme celui du djihad par exemple, où non seulement je fais des programmes de 2 à 3 heures, mais ça peut en plus monter jusqu'à 8-9 heures avec des entretiens avec des chercheurs. Donc pour revenir au sujet, et notamment pour creuser l'aspect religieux, vous placez l'attention sur le fait que tous les mots que vous entendez et qui se finissent par isme, c'est des mots qui sont dangereux. Parce que c'est des mots qui, en leur sein, contiennent cette simplification dont je vous parlais précédemment. Comme par exemple, j'ai noté ici le terme de radicalisme. Qu'est-ce que radicalisme religieux? On peut avoir une définition, mais qui est radicaux, qui peut être considéré comme radical, qui n'est pas radical. En l'occurrence, dans l'islam, on parle souvent de radicalisme religieux, d'islam politique. Bon, c'est des concepts très larges, mais encore une fois, il faut aller plus loin parce que la réalité est beaucoup plus complexe. Le terme d'islamisme, islamisme qui vient souvent d'ailleurs avec islamisme radical. Là aussi, faites attention toujours aux termes, parce que derrière les termes, il y a des choses beaucoup plus complexes. Vous avez le terme de djihadisme aussi. Djihadisme, ça concerne plein de groupes différents, qui souvent, parfois même, sont en guerre entre eux, qui en plus sont dispersés dans quasiment l'intégralité du monde, surtout l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Donc là aussi, c'est pareil. Bon, il y a plein de groupes différents, plein d'objectifs différents. Vous avez aussi des groupes qui sont pluriels. Comme par exemple quand on parle des salafistes. En France, quand on parle des salafistes, c'est souvent une image négative que l'on a, très péjorative. Alors que quand on parle des salafistes, c'est un groupe, mais c'est pas forcément un groupe uni, un groupe où tout le monde a la même vision de l'islam. Et pareil également pour les soufis. Les soufis côté musulmans, certains disent que ce ne sont pas des musulmans. Alors qu'en fait, quand on parle des soufis ou du soufisme, on parle de plein de groupes différents, avec une histoire extrêmement riche, une histoire complexe, une histoire qu'il faut comprendre pour comprendre le soufisme et comprendre pourquoi ce groupe-là, ou plutôt ces groupes-là, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui est complexe et qui est vraiment riche. Pourquoi je vous fais cette vidéo aussi aujourd'hui? C'est parce que dernièrement, j'ai lu un article de Thomas Hegghammer, donc un peu l'œuf avec un marteau, si vous voulez, avec un H en plus, parce que lui, en fait, ce chercheur-là a fait des recherches sur la place des pleurs et des larmes dans le quotidien et surtout le discours des mouvements djihadistes. Il voit en fait que on a une vision des djihadistes, en tout cas en Occident, qui est une vision très masculiniste, qui défend la force, la puissance, avec malheureusement, bien évidemment, des massacres, voilà, très sanglants. Mais à côté de ça, vous avez aussi toute une rhétorique, toute une pratique des pleurs, des larmes. En fait, les djihadistes, en tout cas certains d'entre eux, versent beaucoup de larmes. Ça, c'est une tradition, on en reparlera, je pense, sur la chaîne principale de toute façon, des larmes en islam qui est assez présente, ou en tout cas dans l'histoire arabo-musulmane. Et on voit aussi, à travers cet article de Hammer, que au sein de ces groupes djihadistes, il y a aussi, à travers d'ailleurs cette thématique des pleurs, cette présence des pleurs, il y a un lien avec le soufisme. Parce que les soufis, au cours de l'histoire, ont beaucoup, et notamment aussi les ascètes, avant les soufis il y avait les ascètes musulmans, ont développé toute une pratique, toute une réflexion autour des larmes au sein des pratiques religieuses. Et on voit notamment par exemple que qu'on pourrait qualifier comme un des premiers soufis, mais en tout cas c'est un des premiers ascètes musulmans qu'on rattache ensuite au courant spirituel, au courant soufi, c'est Ibn al-Mubarak, qui est mort de mémoire en 797, et on voit que des courants djihadistes se rattachent à cette figure d'Ibn al-Mubarak. Quelqu'un aussi qui est décrit dans les textes comme pleurant beaucoup, et qui est un ascète qui a mené aussi des combats de djihad à la frontière contre les Byzantins, donc au 8e siècle. Et donc qu'est-ce que ça vous montre, ce que je vous dis là, par rapport aux pleurs, par rapport surtout, ce qui est important ici, au lien entre djihadisme et soufisme, c'est que bien souvent on définit les djihadistes comme relevant du salafisme. Et on définit le salafisme comme étant opposé au soufi. Alors qu'on voit bien ici que les deux finalement, entre cette mouvance djihadiste
et le soufisme, on voit qu'il y a des liens quand même qui se font, il y a des inspirations qui sont présentes. Donc encore une fois, ça vous montre quoi? Ça vous montre que les frontières sont poreuses. Ça vous montre que le soufisme dans l'islam a eu des répercussions. Différents groupes s'inspirent du soufisme. Le soufisme a eu un impact dans le développement de l'islam. Il faut savoir aussi qu'il y a eu donc le soufisme des influences au sein de mouvements ou de groupes qu'on considère comme étant naturellement, entre guillemets, opposés au soufisme. Comme par exemple le hanbalisme, qu'on considère qui est une école juridique de l'islam, une des 4 grandes écoles juridiques sunnites. Et les hanbalites, souvent on dit que c'est une école littéraliste, donc qui prend au pied de la lettre le Coran, et donc aussi ce serait une école juridique qui s'opposerait au soufisme parce que ce ne serait pas une école spirituelle. Et on voit au contraire qu'au sein des hanbalites, il y a eu déjà des personnes qui ont écrit des textes positifs sur les soufis, mais en plus des savants musulmans qui eux-mêmes ont été des mystiques soufis. Et au sein de l'article de Hegghammer, on voit aussi que les choses sont plus complexes par rapport au groupe djihadiste. Donc la morale de cette vidéo, c'est quoi? C'est méfiez-vous des cases. Méfiez-vous de ces mots en isme où finalement on essaie de placer des groupes, des individus au sein de cases. Et en fait, tout ça, c'est des visions qui sont très simplistes. Donc je vous invite vivement à creuser vos connaissances sur les sujets qui vous tiennent à cœur et sur lesquels, quand surtout ces rapports avec l'islam aujourd'hui, on simplifie malheureusement des réalités qui sont beaucoup plus complexes. Je vous invite aussi donc à vous questionner et je vous invite à faire vos propres recherches, alors que ce soit par le biais de ma chaîne, que ce soit par le biais de d'autres médias, et aussi bien sûr par le biais de mes programmes qui, vous l'aurez compris comme je vous l'ai dit auparavant, sont vraiment des programmes des contenus qui vous permettront vraiment d'aller en profondeur de plusieurs heures, donc aller en profondeur sur des sujets aussi complexes et importants que celui par exemple du djihad. Aussi, je vous invite vivement à vous inscrire au groupe privé de la chaîne. Le groupe privé, c'est simplement que une fois que vous serez inscrit, vous recevrez chaque samedi un mail de ma part à 9h30 du matin où je vous parle bien sûr de l'histoire de l'islam, de l'histoire arabo-musulmane, de la manière dont les historiens travaillent sur ces sujets-là et tous les problèmes que ça pose. Et pourquoi aussi c'est important maintenant de vous inscrire aussi? Parce que dès ce samedi matin, donc la vidéo est publiée ce samedi matin, dès ce samedi matin, je mets en place une réduction sur l'intégralité de mes programmes. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il faut savoir qu'à la fin du mois, les prix de quasiment tous les programmes vont augmenter. Pourquoi les prix vont augmenter? Parce qu'il faut savoir que ça fait 2 ans et demi que j'ai créé ces programmes, que je bosse sur ces programmes, il y en a plus d'une dizaine qui ont été sortis. Et bien sûr, je dois rééquilibrer ces programmes-là parce que les premiers qui sont sortis, ils sont conséquents, mais leur prix est bien inférieur au programme que je crée maintenant. Donc je vais rééquilibrer les choses, les prix vont donc augmenter. Et donc pour que vous puissiez profiter de ces programmes avant la hausse des prix et en plus en bénéficiant d'une promotion, eh bien je vous invite vivement à vous inscrire d'abord au mail, mais aussi, donc là c'est le premier lien dans la description, mais aussi à cliquer sur le deuxième lien dans la description, c'est le coupon de réduction. Vous allez cliquer, vous allez déboucher sur une page d'accueil où vous aurez tous les programmes avec directement la réduction qui s'appliquera. Ça se passe donc sur le second lien dans la description. Sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et comme toujours, jusque là, portez-vous bien.